Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international, toujours consacré à Gaza. Après plus de 44 jours de bombardement, une trêve a enfin pu être obtenue pour permettre aux Palestiniens de ramasser leurs morts et ramasser les lambeaux de chair de leurs familles. 4 jours de dite trêve humanitaire ont été décidés pour que les Palestiniens complètement anéantis reprennent leur souffle et constate avec amertume l'ampleur des dégâts. Que faut-il attendre de cette trêve? Comment faut-il la qualifier? Une victoire pour les Palestiniens? Un choix incontournable pour l'entité sioniste? À différer la transaction des échanges des prisonniers jusqu'à ce jour? Le timing est-il fortuit ou bien étudié? Et surtout, pourquoi l'entité sioniste a accepté de négocier avec Hamas sur cette question aujourd'hui? Autre point à ne pas négliger, une trêve de 4 jours dite humanitaire entre parenthèses pour permettre la libération des prisonniers palestiniens de moins de 19 ans, certes, mais une fois l'échange établi, qu'adviendra-t-il de la trêve et les bombardements vont-ils reprendre de plus belle sur Gaza? Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir. Nous recevons Driss Cherif, professeur de sciences politiques à l'École supérieure de journalisme et des sciences de l'information. Monsieur Cherif Driss, bonsoir. Merci de nous avoir ou d'être avec nous. Bonsoir. Et bien sûr, Omar Benberti, analyste des questions internationales. Il est également avec nous par Skype depuis Oran. Monsieur Omar Benberti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Alors, M. Ahmad Benberti, pour commencer avec vous, on parle d'une trêve humanitaire, d'une pause, d'un cessez-le-feu, d'un arrêt provisoire des hostilités, plusieurs appellations dans la terminologie. Pourquoi, selon vous, il est très difficile plutôt de s'entendre sur une et seule appellation? Je crois qu'il est difficile de s'entendre sur une appellation parce que cela fait l'objet de nombreuses tractations et c'est surtout l'indice ou l'indicateur d'une semi-défaite pour le monstre que l'on appelle entité sioniste. Parce que ce qu'ils ont fait pendant plus d'un mois et demi, ça n'est rien d'autre que bombarder des personnels civils, des femmes et des enfants. Ils ont assassiné, tué du monde, mais ils n'ont toujours arrêté aucun dirigeant de Hamas. Et ces gens-là qu'ils traitaient il y a quelques semaines encore, quelques jours, d'animaux avec lesquels il ne fallait pas négocier, eh bien, ils sont arrivés finalement à négocier avec eux et à accepter les conditions que Hamas a posées. Oui. Parce que les 10 points de la déclaration du communiqué de Hamas, je les ai lus, les 10 points, ce sont pratiquement les points que Hamas a dictés. Et donc, arriver aujourd'hui à exiger de ce monstre qui libère une centaine, plus de 550, presque 300 maintenant, avec des noms précis et que ce soit des enfants mineurs. Donc, ça montre encore une fois le visage de l'entité sioniste. Oui. Vous l'appelez l'entité sioniste, moi je ne veux plus l'appeler l'entité sioniste, je l'appelle le monstre parce que ce n'est plus même une entité. Oui, ça ressemble au fait. Ce sont des adjectifs et des synonymes. Merci en tous les cas, M. Ahmad Benberti. On va revenir vers vous. Alors, Driss Cherif, il faut dire qu'il y a eu une trêve humanitaire. Beaucoup ne l'appellent pas ainsi. Certains l'appellent ainsi. D'autres parlent d'un cessez-le-feu. D'autres parlent de cessation des hostilités. En fait, on est dans le provisoire et on n'arrive pas à trouver le qualificatif adéquat pour qualifier ces 4 jours. Ce sont tout simplement peut-être des 4 jours de transaction et puis on reviendra, ou l'entité sioniste va revenir vers les bombardements. Pourquoi vous pensez, selon vous, M. Cherif Driss, qu'il est très difficile de se mettre d'accord sur ce terme? Non, bien entendu, il est très difficile. Cela dépend du point de vue duquel on se place, soit du côté palestinien ou du côté de l'entité sioniste. Souvenons-nous que depuis le début, le gouvernement israélien s'est positionné dans une posture un petit peu rigoriste et radicale, en ce sens que l'option, l'approche militaire, a été préférée à l'approche politique. L'approche militaire, à savoir éradiquer le Hamas, essayer d'aller vers une posture un petit peu vers une escalade avec des conséquences
humaines et sociales qui sont très importantes. Donc la question des otages, elle a été reléguée au second plan. Ce qui nous amène à penser aussi à dire que du point de vue israélien, l'idée de trêve, l'idée de cessez-le-feu signifierait une reculade, une victoire pour le Hamas. C'est la raison pour laquelle le maniement de la terminologie est très important en ce sens que le discours politique, parce que en face du gouvernement israélien fait face à des pressions à la fois en interne par rapport à la question des otages et en externe dans la mesure où plus de la moitié des otages ont la double nationalité. Donc là, il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu dans la mesure où un cessez-le-feu repose sur un socle juridique. Un cessez-le-feu repose sur un socle juridique et une trêve aussi repose sur une trêve humanitaire avec ses conditionnalités. Donc il s'agit, on peut dire, d'une petite pause, d'un petit répit qui permettrait l'échange notamment des otages, mais aussi de l'acheminement de l'aide humanitaire. Donc il n'est pas dit dans le cadre de cet accord que les hostilités ne reprendront pas, ou plutôt l'escalade militaire israélienne ne reprendra pas de Chibel. Donc il ne s'agit pas, comme vous le dites, ni d'une trêve humanitaire, ni d'un cessez-le-feu. On est très loin. Une petite pause, c'est qu'elle est ponctuelle, elle est déterminée par un objectif bien précis, à savoir l'objectif prioritaire pour le gouvernement israélien, c'est de libérer une partie des otages pour lui permettre un petit peu de desserrer les taux, à savoir en interne avec des pressions de la part des familles des otages qui va crescendo, mais aussi des pressions de la part de certains pays alliés, même si le soutien, ils approuvent l'escalade militaire, mais ils sont dans un scepticisme, il y a des pressions dans la mesure où une grande partie des otages ont la double nationalité. Donc les pays dans lesquels ils résident, donc ils sont en train d'intervenir, faire des pressions en chemin sur le gouvernement israélien, d'accepter l'idée de négocier, de faire, entre guillemets pour eux, une concession pour le Hamas, à savoir libérer 150 détenus contre 50 otages israéliens, car les 50 otages pèsent politiquement et électoralement pour le gouvernement de Netanyahou. Justement, on va revenir justement sur cette histoire de négociation et de transaction et même de ces otages, appelés otages. Moi, je préfère les appeler prisonniers de part et d'autre parce que ce qui se passe également dans les geôles, ce sont des otages qui sont pris en otage, même les Palestiniens. Donc, effectivement, la libération concerne, Omar Ben Berti, la libération des Palestiniens concerne les moins de 19 ans et concerne surtout et en grande partie ceux qui ont été arrêtés juste après le déluge d'Al-Aqsa. Ce sont donc des Palestiniens de Gaza, pour ne pas dire Gazaoui, comme je vous ai dit la dernière fois, je n'aime pas ce mot, donc qui ont été arrêtés, qui ont des laissez-passer, mais ils ont été carrément, on leur a enlevé leurs laissez-passer, on les a donc arrêtés. L'arbitraire. Deuxièmement, ça concerne aussi la détention administrative aussi. La plupart des Palestiniens en prison sont détenus dans le sens de la détention administrative, c'est-à-dire encore une injustice commise à l'encontre des Palestiniens. Tout à fait. Tout à fait. Juste avant de vous répondre, j'aimerais rappeler à M. Cherif que c'est plus de 80%, sinon presque 100% des Israéliens qui ont la double nationalité. Il ne faut pas croire que les Israéliens n'ont que la nationalité israélienne. Ils sont tous soit américains, italiens, français, qu'importe. Pour revenir à ce que vous appelez les otages ou les prisonniers, le premier qui figure sur la liste, je ne sais pas si vous avez eu accès à cette liste. Oui, la liste a été rendue publique, effectivement, sur les journaux de l'entité sioniste. Oui. C'est un jeune Palestinien qui a été arrêté, qui n'appartient à aucune. Il est de Cisjordanie, il n'est même pas de Gaza. Il est apolitique. Et donc il est apolitique, enfin politique, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il n'est affilié à aucune des obédiences actuellement en place dans ce pays. Donc le Hamas a très bien manœuvré, et je ne sais pas si c'est une pause. Je pense plutôt que l'État monstrueux a découvert qu'il ne pouvait rien faire. Après plus d'un mois et demi, il n'a fait que bombarder et il n'a atteint aucun des objectifs militaires qui étaient le sien. Il a bombardé des hôpitaux, il a fait des mises en scène dramatiques et complètement stupides,
concernant les soi-disant tunnels qui ont été remis en cause par un ancien Premier ministre israélien qui s'appelle Ehud Barak. Sur la chaîne CNN, il a remis en cause le narratif de monsieur Benjamin Netanyahou. Donc, pour vous dire que cet État ne fonctionne que sur le mensonge. Le problème, il est où? Le problème, il est dans le fait qu'il y a 5 millions de personnes, une entité qui prétend vouloir dicter sa seule morale à 7 ou 8 milliards d'êtres humains. Et à partir de ce moment-là, je pense que certaines personnes raisonnables, et même Joe Biden qui s'est laissé piéger, je pense, et qui réalise maintenant l'étendue du piège dans lequel il est tombé, se rend compte que c'est l'humanité presque tout entière qui condamne cette monstruosité qui est en train de développer, que développent les barbares qui actuellement dirigent ce pays. Donc, partant de là, ils sont arrivés à une situation parce qu'il faut les ramener à ce que l'on dit aujourd'hui, au discours d'il y a quelques semaines de ces mêmes dirigeants qui refusaient systématiquement de discuter avec Hamas, qui ne reconnaissaient aucune légitimité à Hamas et qui disaient, nous, la résistance palestinienne, on ne sait pas ce que ça veut dire, et donc on va remettre les choses en place. Ils en arrivent aujourd'hui à mettre un genou à terre et à accepter de libérer des prisonniers qui sont, comme vous dites, des simples... On les retient administrativement, sans procès, sans rien du tout. Il y a des femmes, il y a des enfants et des jeunes filles. Tout ça, ça montre la monstruosité de ce que l'on... Et on ne peut plus fonctionner avec les schémas avec lesquels nous fonctionnons auparavant. Et dire, non, c'est un État, il y a un dialogue, il y a de la diplomatie. Il n'y a rien du tout avec ce genre de personnel. Il s'agit simplement, c'était un rapport de force. Et le rapport de force, pour l'instant, jusqu'à ce jour, 45e jour, il est en faveur du Hamas. Ils n'ont rien pu faire avec toute l'armada qui est la leur, la technologie, les avions, les bombardiers, les blindés, etc. etc. Donc, il faut rendre hommage un petit peu à l'humanité entière qui se rend compte que cette barbarie ne peut pas durer. Oui, en fait, ils ont été complètement démasqués, chose peut-être à laquelle ils ne s'attendaient pas, et que le déluge à Al-Aqsa, ou cette opération d'autodéfense, a provoqué complètement l'inverse de ce qui était planifié par l'antitessionniste. Cherif Driss, il y a un aspect sur lequel il faudrait peut-être revenir aujourd'hui. Après 44 jours de bombardement, on arrive vers le Hamas pour négocier avec les conditions qui ont été imposées au départ de Hamas. Ce qui veut dire en soi que quelque part, c'est un échec pour toute cette opération et pour ces 44 jours de bombardement, certes très durs pour les Palestiniens, mais en tous les cas, aucun objectif qui a été déclaré au départ n'a été atteint. Il y a aussi un autre aspect qui est très important. Est-ce que vous ne pensez pas que cette trêve en contrepartie de la libération, bien sûr, de prisonniers, n'aurait-elle pas été possible plus tôt? Est-ce un gain de temps qui a été fait de manière préméditée, peut-être pour permettre à des partis d'émerger et de s'octroyer le mérite de ce cessez-le-feu et qui finalement n'a pas abouti? En fait, je pense qu'il faudrait préciser une chose qui est très importante et là, en essayant d'être un peu plus froid dans l'analyse. L'entité israélienne a réalisé certains objectifs, à savoir détruire Gaza. Sur le plan des infrastructures, et là, les rapports des institutions internationales sont clairs. Plus de 50% des infrastructures de Gaza ont été détruites. Ce qui a été recherché par l'entité sioniste. Deuxième élément, sur le plan humain, plus de 13 000 morts. Oui. 13 000 morts, énorme, dont une grande partie sont des enfants. Donc, quelque part, il y a eu une volonté délibérée d'aller vers l'escalade, d'aller vers des bombardements massifs pour réaliser un objectif qui est stratégique, c'est de vider Raja, pousser les Palestiniens qui vivent à Raja, de quitter Raja, d'aller vers d'autres pays, soit la Jordanie, soit l'Égypte. Je crois que dans ce sens-là, les Israéliens sont en train de réaliser cet objectif militaire. Par la suite, est-ce qu'à long terme, est-ce qu'il y aura un retour d'investissement politique et stratégique? Là, le temps nous le dira. Maintenant, pour ce qui est des négociations, et les partis qui sont impliqués. Et en fait, il y a deux acteurs majeurs, à savoir le Qatar et l'Égypte. On parle des Américains, mais ces négociations n'ont pu aboutir sans le rôle joué par ces deux acteurs. L'Égypte, parce que avec le passage de Rafah et le rôle joué
par le gouvernement égyptien, notamment les renseignements avec toutes les factions palestiniennes et les contacts qui sont noués depuis quelques années. Donc il y a un capital d'expertise qui a été utilisé par les Égyptiens, qui a été mis à profit par les Égyptiens et qui a fait que l'Égypte redevient dans cette équation comme un acteur incontournable après une certaine marginale. Deuxième acteur, c'est le Qatar. Le Qatar avec ses liens entretenus avec le Hamas et les factions palestiniennes depuis quelques années. Le Qatar adopte depuis plus de 10 ans ou 15 ans ce qu'on appelle la diplomatie des niches. La médiation dans certains conflits, dans certaines crises, soit les négociations interpalestiniennes ou la crise en Afghanistan entre les talibans et les différentes factions, a permis au Qatar d'être un acteur incontournable. Je crois que sans l'apport de ces deux acteurs, les négociations n'auraient pas pu aboutir. Donc là, ce qui nous amène à dire en fin de compte que ces négociations étaient recherchées, étaient voulues plus par les Occidentaux, parce qu'il y a eu une grande partie des otages possèdent la double nationalité. Elle était voulue aussi par une certaine partie de la population de l'entité sioniste qui a exercé des pressions sur le gouvernement de Netanyahou, qui est acculé, qui est dans une position un peu fragile et bancale. Il y a toute une série de conditions qui ont fait que ces négociations s'imposaient. À cela s'ajoutent les pressions internationales, notamment les opinions publiques internationales, ce qui est inédit. On a toujours vu, depuis ces dernières années, notamment depuis 2008, les agressions de 2008, 2012, 2014 et 2021, il y a eu une prise de conscience au niveau international que, en fin de compte, le récit israélien, c'est pas le récit qui devrait être adopté. Il y a un autre récit, à savoir des récits des Palestiniens qui sont oppressés, qui sont emprisonnés à Gaza, qui est devenu une prison à ciel ouvert. Maintenant, c'est devenu une grande pompe à ciel ouvert. Donc, il y a la conjugaison de toute une série de facteurs qui a fait que, sur le plan de la dimension humaine et politique, le gouvernement de l'entité sioniste se retrouvait acculé et qui ne pouvait pas faire autrement que d'ouvrir cette petite brèche, de concéder. C'est une concession, parce qu'il y a une résistance de la part du Hamas et toutes les factions militaires qui ont poussé le gouvernement à se rendre à l'évidence que la question politique doit revenir sur le devant de la scène, et aussi, quand il parle de la question politique, à savoir la question des otages qui doit être mis sur la table de négociation. Sur ce point, le Hamas a marqué un point. On pourrait dire que c'est une petite bataille qui a été gagnée par le Hamas, qui a réussi à négocier de façon assez subtile et intelligente, et de faire de lui, en fin de compte, le Hamas, ce n'est pas l'entité terroriste qu'il faudrait abattre, mais c'est l'acteur politique avec lequel on négocie. Parce que le gouvernement israélien, dans sa rhétorique, dans son discours politique, dans sa posture maximaliste adoptée depuis le début, c'est que le Hamas ne doit plus exister, ne doit plus être à Gaza, il faudrait l'éradiquer. Là, quand on arrive à négocier par l'intermédiaire d'acteurs alliés comme les États-Unis et par des acteurs régionaux comme le Qatar et l'Égypte, cela reviendrait à dire qu'en fin de compte, implicitement, les Israéliens ne peuvent pas faire autrement que d'accepter Hamas et que Hamas redevient dans l'équation politique même de la part, même vis-à-vis des Occidentaux. Oui. Donc là, je crois qu'il est un peu trop tôt pour dire quel serait l'aboutissement de cette trêve de 15 jours. Est-ce que cela amènerait le gouvernement israélien à revoir sa posture? J'en doute. Je ne pense pas que les Israéliens iraient jusqu'à revoir leur démarche, à savoir aller vers une certaine désescalade et ne pas aller vers une certaine posture maximaliste. Mais il est clair que dans le cas de cette agression, de cette séquence qui s'est ouverte depuis le 7 octobre, qui dure depuis plus d'un mois, il y a une petite brèche qui s'est ouverte. Oui. Est-ce que cette brèche va devenir un trou béant qui va amener l'entité sioniste à reculer et à se dire comme les années précédentes, finalement, on a atteint certains objectifs, mais pas tous les objectifs. Notre démarche a atteint ses limites. Je crois que les jours à venir nous le diront. Très bien. En tous les cas, s'il y a une chose à retenir, pardon, excusez-moi, s'il y a une chose à retenir finalement, que si on avait refusé de justement parler avec le Hamas aujourd'hui, on a d'autres choix que de parler avec Hamas, et c'est en quelque sorte là le fait que, comme vous le disiez, Chef Driss,
une bataille justement de gagner. Omar Benberti, au premier round des bombardements, on a négocié les otages, c'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de négocier les otages, les prisonniers, les échanges. Une fois que ces prisonniers iront chacun dans la bonne partie, c'est-à-dire que les Palestiniens retrouveront Gaza et que les otages prisonniers ou les détenus qui sont donc entre les mains de Hamas retrouveront le lieu où ils doivent y aller, il va y avoir encore des bombardements. Alors, on va rebombarder et on va encore tuer des gens. Et si ça se trouve, on va encore tuer les prisonniers qu'on a libérés, alors que de l'autre côté, les otages libérés sont toujours sains et saufs. Est-ce que c'est un bon marché, finalement? Et ça, personne ne peut le dire. Ce qui va se passer après les 4 jours de trêve, je crois qu'il faudrait être devin pour pouvoir espérer. Mais j'aimerais élargir un peu le débat pour... Oui. Monsieur Ahmed Benberti, Netanyahou a été très précis. Il a dit, une fois les 4 jours de transaction terminés, nous reprendrons les bombardements. Donc ça ne laisse pas d'équivoque. Ce qui veut dire, même si les négociations vont peut-être durer 5 jours, parce qu'il y a aussi la possibilité d'aller négocier pour des libérations supplémentaires. Alors chaque libération supplémentaire équivaudra à un jour supplémentaire. Vous voyez, c'est une sorte de monnaie-manche, je ne sais pas comment on peut appeler. Ils sont en train de monnayer. Ce que vous dites est juste, mais à mes yeux, ce n'est pas suffisant parce que je ne connais pas à l'échelle de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, de gouvernants qui se sont préoccupés du nombre de personnes qui mouraient pendant la guerre. Donc c'est le dernier de leurs soucis et il ne faudrait pas qu'on se focalise sur cette histoire d'otages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a actuellement une volonté géostratégique mondiale de développer de nouveaux rapports de force. Les BRICS se sont réunis aujourd'hui et hier, et ce n'est pas pour rien qu'ils ont condamné Israël. Je rappelle aussi, au cas où on l'aurait oublié, qu'Israël n'existe que parce que derrière, il y a l'Occident, et les États-Unis en tête de l'Occident. Sinon, il n'existerait pas. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. À partir du moment où les rapports de force changent, et que maintenant, il y a les BRICS qui se sont imposés sur la planète, et qu'il y a une décadence de l'Occident, qui va durer encore un certain temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, qu'il y a une dédollarisation qui est en cours, qu'il y a des événements qui se passent en Afrique, etc. etc. Et ce petit pays qui s'appelle Israël se retrouve dans une situation où, cette histoire d'otage n'est que passagère, s'il continue à bombarder, comme vous le dites, après les 4 jours et qu'il fasse, alors que Benjamin Netanyahou n'a fait que mentir depuis 45 jours, donc je me doute fort de ce qu'il dit, à partir de ce moment-là, il y a des perspectives à prendre en considération. Et les perspectives ne sont pas favorables à cet état factice qui a été fabriqué il y a 75 ans. Elles ne lui sont guère favorables. Les régimes qui sont autour, les pays arabes, la Jordanie, je rappelle à notre ami qu'au Qatar, il y a une base américaine de 4000 hommes. Pour le cas où ce n'est pas le Qatar qui a. Le Qatar n'est qu'un intermédiaire sans plus. À partir du moment où les États-Unis ont compris que s'ils continuaient à soutenir à fond la caisse leurs protégés, ils risquaient d'avoir d'autres déboires. Il y a la Chine qui n'est pas loin, il y a le problème de Taïwan et il y a l'Iran. Il ne faut pas oublier que l'Iran a envoyé hier un missile hypersonique. Donc un missile hypersonique, ça veut dire beaucoup de choses pour ceux qui savent décoder l'information. À partir de ce moment-là, ils savent que s'ils élargissent, et d'ailleurs, dès le début, ils ont commencé à dire attention, il ne faut pas élargir le conflit, il ne faut pas élargir le conflit. Comment ça s'élargit ? S'ils élargissent le conflit, c'en est foutu dans l'état actuel des choses. Oui. Merci beaucoup, monsieur Omar Benberti. Vous êtes analyste, je le rappelle, des questions internationales. Merci également à notre invité, Driss Cherif, vous êtes donc professeur de sciences politiques à l'École supérieure de journalisme et des sciences de l'information. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.